Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'économie marocaine a fait preuve de résilience face aux multiples chocs lors des 5 dernières années et a maintenu son accès au financement intérieur et extérieur. C'est ce qu'a affirmé l'agence de notation américaine Standard & Poor's qui a rehaussé la perspective du Maroc de stable à positive. Dans ce sens, l'agence de notation prévoit que la croissance du PIB du Maroc atteindra 3,4% en 2024 contre 3% en 2023, soutenue par des performances robustes au niveau des secteurs du tourisme, de l'automobile et de l'aérospatial avant de grimper à 3,7% en 2025 et 2027. L'agence de notation prévoit aussi que le déficit budgétaire diminue à 3% du PIB d'ici 2027 et ses perspectives économiques. Nous allons en parler ce soir avec Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Un plaisir de vous recevoir comme toujours. Donc, commençons donc par cette évaluation, on va dire, cette perspective qui a été rehaussée de stable à positive. Quels sont les facteurs et indicateurs économiques qui ont poussé à ce changement ? Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'économie marocaine. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, ça fait très longtemps qu'on n'est pas passé de ce qu'on appelle le grade de stable au niveau de Standard & Poor's, aussi de l'ensemble des 3 agences de notation à l'international. Et deuxièmement, c'est que si on accorde au Maroc, je dirais à l'économie marocaine, un grade de positif, ça veut dire que les perspectives futures par rapport à l'économie marocaine sont favorables au niveau, que ce soit national ou aussi au niveau international. Cela est tributaire, si on veut parler un peu des facteurs qui ont mené à cette notation qui est très positive pour le Maroc, c'est premièrement, la notation, pour que les téléspectateurs le comprennent, la notation, elle parle un peu du risque souverain. Et dans le risque souverain, on est en train de parler de l'ensemble des conditions macroéconomiques qui stabilisent l'économie du Maroc. D'accord. Et donc, dans ce sens, Standard & Poor's utilise tous les indicateurs qui sont en lien avec les politiques économiques, que ce soit la politique budgétaire, que ce soit la conduite de la politique monétaire, que ce soit la politique fiscale et aussi les politiques structurelles de compétitivité, etc. Et donc, aujourd'hui, si on attribue au Maroc la notation de positif et on passe de stable, ce qu'on appelle 3B- ou 3B+, on est passé à 3B+, cela veut dire qu'il y a une confiance dans les perspectives futures par rapport à la croissance et par rapport aux conditions macroéconomiques du Maroc. Je résume ça très rapidement. Ça veut dire que dans le futur, on s'attend à ce qu'il y ait une croissance qui va devenir de plus en plus importante pour le cas du Maroc. Il y a aussi une maîtrise de l'inflation dans le futur par rapport aux perspectives, je pense, de 18 à 2 ans, 18 mois à 2 ans par rapport aux perspectives de l'économie marocaine. Et troisièmement, c'est qu'il y a un équilibre budgétaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette publique au niveau du Maroc. Donc, ces 3 grands indicateurs, ça forme en quelque sorte le socle de l'évaluation de ce que fait Standard & Poor's avec d'autres indicateurs par rapport au plan, je dirais, de programmes économiques qui sont mis en place. Il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que même le programme de protection sociale qui a été initié par le gouvernement et dont le sifflet a été donné par notre auguste souverain, aussi c'est un indicateur très fort pour pouvoir dire que l'économie marocaine et aussi le tissu social du Maroc restera stable sur le futur. Et donc si on prend tous ces ingrédients-là, ça a donné au Maroc le potentiel de garder, ou je dirais d'augmenter, d'avoir ce qu'on appelle un upgrading par rapport à la notation et de passer vers triple B+, qui veut dire qu'il y a une grande confiance par rapport aux perspectives futures de l'économie marocaine. Cela va permettre, de façon, je dirais, sine qua non, premièrement, de faire baisser les spreads à l'international. Donc, le Maroc, maintenant, s'il veut sortir à l'international, le risque de crédit sera plus bas. Et donc, ce qui va imposer des taux d'intérêt qui sont plus bas. Et en même temps, ça va faciliter l'accès du Trésor, je dirais, du Maroc à l'international. Et ça va donner un peu un élan par rapport aux bailleurs de fonds d'avoir une confiance encore plus importante par rapport à l'économie marocaine et par rapport essentiellement à la soutenabilité de la dette publique. Et soutenabilité de la dette publique, ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs auront une confiance consolidée par rapport au remboursement dans le futur de la dette et par rapport aussi à la génération, ce qu'on appelle aussi la création de richesses au niveau marocain. Et donc ça, c'est un facteur très important, surtout quand on sait que le Maroc a besoin de financement à l'international, il a besoin de soutien par rapport aux bailleurs de fonds internationaux et donc automatiquement, avoir cette notation de triple B+, ça va permettre de consolider sa position et aussi réduire la facture de paiement d'intérêt à l'international. Ça aura aussi des conséquences en interne parce que le Trésor, s'il
s'il est à l'aise au niveau international, ça va permettre aussi de rebondir sur la qualité du risque du crédit en interne. Et nous savons très bien que la dette interne aussi constitue une part très importante. Nous parlons aux alentours de plus de 648 milliards de dirhams, donc ce qui va alléger un peu la pression en termes de taux d'intérêt, et donc ça permettra un peu de reflouer ou de donner un nouveau souffle à ce qu'on appelle l'endettement, je dirais, dans le marché interne. Une économie marocaine donc nationale aujourd'hui de plus en plus résiliente et de bonnes perspectives en tout cas pour l'avenir. Et en parlant de perspectives, en ce qui concerne en tout cas la croissance de l'année 2024, toujours selon cette agence donc américaine de notation, la croissance devrait évoluer par rapport en tout cas aux prévisions de l'organisation de la Banque mondiale qui parlait en début de 2024 d'une croissance de 2,4%. Aujourd'hui, cette agence parle d'une croissance de 3,4%. Donc, c'est bien plus que ce qu'a dit la Banque mondiale en début d'année. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette évolution par rapport à la croissance ? Très simplement, c'est qu'au début de l'année, ça veut dire les perspectives qui sont établies. Là, on parle un peu du World Economic Outlook qui est élaboré en octobre, généralement. Et donc, les modèles qui tournent au niveau de la Banque mondiale et aussi du IMF, du Fonds monétaire international, ce sont des modèles qui tournent à la fin de l'année pour pouvoir donner une perspective de l'année qui va venir. Et donc, c'était normal que de dire qu'on serait à 2 à 2,4% de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein d'incertitudes en termes de commerce international, en termes de demande étrangère et aussi en termes de croissance des pays partenaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Regardez les États-Unis aujourd'hui, ils ont revu à la hausse leur taux de croissance. On parle d'une relance des États-Unis. Donc, c'est la même chose. Au Maroc, nous avons aujourd'hui une conjoncture interne qui devient de plus en plus favorable. Il y a la pluviométrie qui est venue un peu de façon, je dirais, exceptionnelle. Alhamdulillah, voilà, le ciel a répondu positivement. Et donc, automatiquement, je pense qu'il y aura une croissance inattendue, inespérée par rapport au PIB agricole. Donc, et nous savons très bien que si le PIB agricole répond de façon positive, il va ramener avec lui, il va entraîner un effet d'entraînement direct et indirect de la croissance au Maroc. Et donc, moi, si je donne un peu des prémices par rapport à la croissance, je serai plus au-delà de 3,5%. Ça veut dire qu'on devrait s'attendre à un taux de croissance qui pourrait frôler les 4% ou 4,5%. Pourquoi ? Parce que là, je ne parle pas uniquement de la production agricole, je parle aussi des effets indirects. Parce que le secteur agricole, c'est un secteur qui fait travailler beaucoup de monde. Nous avons 40% de la population active qui travaille dans le secteur agricole. Donc, avec la pluviométrie, avec la relance, je dirais, de la pluie au niveau du mois mars, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi qui va être généré, surtout l'emploi qui est lié au secteur agricole, et ça va entraîner aussi un refoulement de ce qu'on appelle, ou une augmentation de la consommation en interne, qui va aussi avoir un effet direct sur ce qu'on appelle le PIB non agricole. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les prévisions de Standard & Poor's sont plus proches de la réalité. Ça veut dire on va partir vers un taux de croissance qui dépasse largement les 3,4 ou 3,5%. Et je serais très optimiste pour dire qu'on pourrait frôler même les 4%, les 4,5%. Donc, grâce aux dernières précipitations, aujourd'hui, oui, on normalement. peut être optimiste. Parce que, voilà, je rajoute un élément, c'est que l'impact en termes de volatilité de ce qu'on appelle le PIB agricole, il est plus important que la part du PIB agricole. Certainement, le PIB agricole ne représente, avec la pêche, il représente 15%. Mais en termes de volatilité, ça veut dire quoi en termes de volatilité ? Ça veut dire lorsque vous avez une augmentation exceptionnelle au niveau du PIB agricole, ça va engendrer un impact très important par rapport à ce qu'on appelle le PIB global. Et ça, on l'a vu en Covid-19. Nous avons atteint un seuil de 7,9. Il y avait une pluviométrie qui était très importante et ça a rebondi automatiquement sur le PIB global. Et donc, moi, je serais très cohérent dans mon analyse en disant que, normalement, cette prévision de Standard & Poor's est plus proche de la réalité. En attendant qu'il y aura le Economic Outlook qui va sortir, ça veut dire les prévisions nouvelles de la Banque mondiale, et je pense que ça va être dans la même direction. Il va y avoir une remise à la hausse, voilà, des prévisions. Et ça, si on comble cette croissance avec la notation qui a été élaborée, ça paraît très cohérent. Pourquoi ? Parce que l'économie marocaine aujourd'hui, elle paraît plus stable, surtout avec la pluviométrie, avec les réformes qui ont été entreprises, et donc automatiquement les perspectives demeurent très positives pour le contexte marocain ou pour l'économie marocaine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et justement, pour rester sur ces prévisions, on va parler des chiffres qui ont été enregistrés déjà au dernier trimestre de l'année 2023, des chiffres qui ont été récemment publiés par le HCP, qui sont très positifs également pour le 4e trimestre, en tout cas, de l'année 2023. Et donc, la croissance économique s'est établie à plus de 4% lors de ce dernier trimestre par rapport à 2022. Et est-ce que cela explique donc un petit peu ce dont vous êtes en train de parler ? Et il y a également ce chiffre sur la consommation, en tout cas la progression de la demande intérieure qui a augmenté de 8% lors de ce dernier trimestre. Est-ce que c'est la demande dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, c'est l'impact qu'aura
cette croissance positive aujourd'hui sur Oui, l'économie? sur le plan d'analyse conjoncturelle, ça veut dire si je prends l'analyse conjoncturelle, je vais dire oui. Ça veut dire l'augmentation de la consommation en interne, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle le PIB. Mais qu'est-ce qui explique cette augmentation déjà au dernier trimestre de l'année 2024, avant les récentes précipitations et avant cette dernière évaluation? Très bien. Ce qui explique normalement, c'est en fait le PIB non agricole. Parce que vous savez, il y a des secteurs maintenant qui ont engendré une croissance. Et ça vient aussi dans le chiffre de ce qu'on appelle l'office d'échange. Et donc automatiquement, nous avons les secteurs exportateurs, surtout l'aéronautique, surtout aussi on parle du tourisme, on parle de l'automobile, on parle aussi des secteurs qui sont liés au voyage, ça veut dire, vous avez parlé du tourisme. Ces secteurs-là, ou secteurs de transformation également, ils ont une certaine croissance très importante durant le dernier trimestre. Et c'est normal, c'est ce qu'on remarquait toujours. Mais maintenant, le poids de cette croissance dans le PIB global reste un peu modéré. Ça veut dire ça ne permet pas de donner cet élan par rapport à la croissance. Maintenant, pour revenir au dernier trimestre, je pense que le secteur tertiaire, ça veut dire les services, et le secteur aussi qui est lié aux transformations, ça veut dire automobile, aéronautique, etc., et toute l'industrie, et surtout le textile et aussi l'agroalimentaire, ce sont les secteurs qui ont donné naissance à cette croissance très importante. Il ne faut pas oublier également que le secteur primaire, à travers les exportations et la production de l'OCP, contribue de façon aussi importante à cette croissance. Et donc, les 4%, ça vient de façon, je dirais, à 90%, ça viendrait du PIB non agricole. Ça veut dire les secteurs qui sont créateurs de valeur hors le secteur agricole. Maintenant, le scénario pour l'année qui va venir, c'est que nous aurons à la fois ce secteur non agricole qui dans les prémices, nous avons les derniers chiffres de l'Office d'échange qui datent du mois de février, donc la fin du mois de février, qui montrent très très bien que la demande étrangère répond de façon très positive par rapport à la production en interne au Maroc. Nous avons plusieurs secteurs exportateurs qui ont engendré une valeur ajoutée très importante. Nous avons aussi, c'est ce que j'ai cité, un peu l'automobile, l'aéronautique, etc., qui commencent à exporter. Et ce qui est un peu le plus important aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir que le secteur d'aéronautique, ça veut dire la production des intrants qui rentrent un peu dans la production des avions, ils commencent un peu à prendre la part sur le secteur automobile. Et ça, c'est très important. Et ça montre que nous avons un autre créneau par lequel on peut ramener beaucoup de valeur ajoutée au niveau marocain. Alors, attention, je parle du taux de croissance. Je ne parle pas de valeur. En termes de valeur de devise, toujours le secteur automobile est primo. Ça veut dire qu'il engendre à peu près plus de 100 milliards de dirhams. Mais en termes de croissance, il y a ce secteur qui commence à émerger. C'est le secteur aéronautique qui table aujourd'hui des chiffres, des augmentations, des taux de croissance en 2 chiffres et qui dépasse largement tous les secteurs qui sont avec nous. Et donc, automatiquement, si on rajoute à ça les prémices positives par rapport à la production agricole, donc on va s'attendre à une croissance qui va, je dirais, Inch'Allah, dépasser les 4 ou 4,5%. Inch'Allah, une croissance donc positive qui devrait atteindre jusqu'à 5% selon en tout cas vos prévisions et selon la conjoncture aujourd'hui. Voilà. Avec tout ce Il ne faut pas oublier que j'ai cité tout à l'heure, c'est que la demande étrangère, elle a aussi repris. Parce que lorsque les États-Unis ont revu son taux de croissance à la hausse, donc automatiquement, elle a stimulé la demande à l'international. Et donc automatiquement, ça permet de donner des perspectives positives pour toute l'économie mondiale. Et ça, c'est très important. Et donc le Maroc s'inscrit dans cette logique également. C'est-à-dire qu'il va bénéficier de cette tendance à la hausse par rapport à la demande étrangère. Et en ce qui concerne l'inflation, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelles sont les attentes aujourd'hui pour 2024 ? Est-ce que par rapport à cela, ça change également ? Déjà, elle est en baisse. Est-ce que cette baisse va continuer ? Est-ce qu'on va le ressentir sur le pouvoir d'achat aujourd'hui ou pas ? Très bien. Bon, pour moi, pour l'inflation, je dirais que la Banque centrale a déjà donné son verdict par rapport aux prévisions. Donc en 2024, fin 2024, on table à peu près sur 2,4 ou 2,5%. Les prévisions les prévisions de Banque Maghreb. Voilà. Ces prévisions, moi, je pense qu'ils sont alignées avec la réalité. Nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, un choc qui permet, je parle des chocs internationaux, ça veut dire les chocs à l'international. Parce qu'il faut savoir que le Maroc, il est touché, et on le sait tous, par l'inflation qui est importée. Donc jusqu'à maintenant, nous avons une stabilisation du taux d'inflation en Europe. Donc on est aux alentours de 2 à 2,5, malgré qu'il y avait des petites hausses au début de l'année, mais on est resté dans la cible de la BCE. Et donc normalement, en termes de politique monétaire, le Maroc, il est à peu près, en quelque sorte, calqué sur l'inflation au niveau européen. Donc, si l'inflation au niveau européen n'a pas reçu de choc, ça veut dire si la conjoncture là-bas, elle reste stabilisée, il n'y a pas de conflit, les éléments qui génèrent, ou ce qu'on appelle les drivers de l'inflation, restent maîtrisés en Europe, je pense qu'au Maroc, ça sera le cas aussi. Et donc, automatiquement, moi, je serais
très calé avec la prévision de Banque Maghreb, je pense que la fin de l'année 2024, nous aurons un taux d'inflation qui va retourner à son état, je ne dirais pas optimal, mais à son état qu'on avait l'habitude d'avoir, ça veut dire les 2,4, les 2,5%. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Marocains, maintenant le pouvoir d'achat, nous avons déjà perdu le pouvoir d'achat. Mais ce qui va revenir maintenant, aussi le taux d'inflation, il faut le regarder comme un flux, il ne faut pas le regarder comme un stock. Ça veut dire que nous avons accumulé de l'inflation, ça veut dire que le pouvoir d'achat a changé. Et donc, automatiquement, réduire le taux d'inflation ne veut pas dire que nous allons récupérer le pouvoir d'achat. Justement. Voilà, non. Réduire le taux d'inflation, le contrôler, ça veut dire que vous avez stabilisé le pouvoir d'achat. Mais ce que nous avons perdu, je pense qu'il y a d'autres politiques qu'il faudra mettre en place, les politiques qui sont liées aux revenus, les réformes fiscales, les réformes sociales, qu'il faut mettre en place pour pouvoir récupérer ce que nous avons perdu en termes de pouvoir d'achat. Et puis il y a ces aides directes. Et je pense, voilà, les aides directes, j'ai parlé de tout le projet social. Il y a aussi maintenant les négociations qui sont faites entre le gouvernement et les syndicats. Et donc ces réformes-là, c'est eux qui vont permettre un peu de récupérer ce pouvoir d'achat. Mais en termes de politique monétaire, si c'est votre question de façon directe, moi je pense que la politique monétaire a fait son rôle. Ça veut dire, en stabilisant le taux d'inflation à 2%, elle a réussi un peu à garder sa cible inflationniste aux alentours de 2,5. Maintenant, pour récupérer ce que nous avons perdu en termes de pouvoir d'achat, je pense que les autres politiques économiques devront prendre le relais. Et surtout, la politique fiscale, les politiques sociales et aussi les politiques d'emploi. Donc ça, c'est des politiques, je pense, qui appartiennent au gouvernement. Et je pense que les chantiers sont ouverts dans les trois grandes, les grandes réformes qui sont menées par le gouvernement. Et en restant sur toutes ces perspectives positives, à quel défi pourrait encore être confronté aujourd'hui le Maroc ? Très bien. Bon, les défis économiques. Voilà. Quel défi économique ? C'est qu'on espère que les défis économiques, c'est premièrement de faire très vite pour pouvoir bénéficier de la conjoncture actuelle. Je pense que le grand défi, c'est de pouvoir restructurer l'économie pour un peu corriger le problème qui est lié à ce qu'on appelle les paramètres qui permettent de mettre en place notre produit intérieur brut. Aujourd'hui, comme vous l'avez cité, nous avons toujours un produit intérieur brut ou une croissance qui vient de ce qu'on appelle la demande interne. Et ça, c'est bien. Je dirais c'est bien sur l'état actuel, conjoncturel, mais sur le long terme, il faut que la balance se renverse. Ça veut dire qu'il faut que la demande extérieure ou la demande externe, c'est elle qui draine la croissance. Ça veut dire du marché à l'international. Voilà, je parle du marché international, je parle de compétitivité, je parle aussi de capacité de pénétration à l'international. Le Maroc, il doit saisir l'occasion maintenant, c'est le grand défi. Nous avons plusieurs avantages, plusieurs facteurs clés de succès qui sont aujourd'hui à notre merci. Nous avons un positionnement géographique très important. Il y a des projets qui ont été initiés, je parle d'Akhla, Gateway, je parle aussi de Nador qui va devenir un port logistique très important. Nous avons aussi des projets structurants au niveau de l'Afrique. Tous ces ingrédients-là, avec ce qui se passe aussi dans la mer Rouge, ça deviendra, je dirais, ce sont des opportunités qu'il faut saisir par le Maroc. Il y a également un élément très important, c'est que le Maroc aujourd'hui est un pays qui est à l'intérieur de la chaîne de valeur. Nous contribuons dans plus de 500 milliards de dollars, ce qui se produit au niveau des chaînes de valeur. Donc il faut qu'on arrive à saisir cette occasion-là pour mener toutes les réformes. Les réformes, ça veut dire quoi ? Instaurer de façon rapide la protection sociale pour mettre en place les filets de sécurité sociaux. C'est très important pour pouvoir rendre le marché plus flexible. On ne peut pas partir sans qu'il y ait un filet de sécurité sociale. Accélérer la réforme de la fiscalité, c'est très important. Il faut qu'on soit compétitif par rapport à la fiscalité. Et là, ça va permettre aussi de résoudre le problème dont vous avez cité, c'est le problème du pouvoir d'achat. Ça veut dire, je pense qu'il y a maintenant, on va démarrer les négociations sur l'IR. C'est très important pour réduire la pression fiscale et ça va permettre un peu de faire regagner ce qu'on a appelé le pouvoir d'achat des Marocains. Et troisièmement, ce qui est très, très important également, c'est de résoudre les problèmes ou les lacunes, les défis structurels pour le Maroc, entre autres l'informel, qui constitue toujours un biais concurrentiel par rapport à l'économie marocaine. Et donc, si on ne saisit pas cette occasion aujourd'hui, nous avons vraiment des facteurs clés de succès, ça va pas nous permettre de rentrer dans notre rêve, de rentrer parmi les pays émergents d'ici 5 ou 6 ans. Oui, pourquoi pas. En tout cas, plusieurs opportunités aujourd'hui à saisir. Oui, vous l'avez dit, sous condition, le filet social qu'il faut sécuriser, accélérer la fiscalité et résoudre ce problème de l'informel. Rappelons que les derniers chiffres, ceux qui ont été en tout cas publiés l'année dernière, parlent d'un taux de 77% à peu près d'informel aujourd'hui au Maroc. Et justement, toujours selon Standard & Poor's, et je cite là, si le gouvernement continue de mettre en œuvre des réformes structurelles favorisant une croissance économique plus forte et un élargissement de l'assiette fiscale, le Maroc pourrait encore évoluer davantage dans les 12 à 18 mois à venir. Et justement, élargir cette assiette fiscale passe automatiquement, je suppose, par l'inclusion de cet informel dans le circuit formel. Par quelle mesure cela peut être fait aujourd'hui ?
Tout à fait. Bon, je suis tout à fait d'accord avec Standard & Poor's. Ça veut dire, là, on a reçu la notation triple B+, parce que nous avons mené des réformes. Il faut consolider ces réformes. Ça veut dire qu'il faut que les réformes continuent dans tous les secteurs, entre autres dans le secteur informel. Donc là, vous l'avez cité, nous avons 72 à 77% d'informels dans le marché de l'emploi, mais dans le PIB, ça veut dire dans la création de la richesse, nous avons à peu près entre 30 et 40%. Ce qui veut dire que nous avons, je dirais, une économie qui est en shadow. Ça veut dire qu'on ne la voit pas. Elle ne contribue pas à la croissance réellement. Elle contribue uniquement à la consommation, à la TVA. Et donc là, si on arrive à résoudre, parce que le problème de l'informel, ce n'est pas une résolution uniquement de l'informel comme ça. Parce que résoudre l'informel, ça va permettre aussi de résoudre le problème de la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité, les taxes, elle est basée sur la TVA. Ce qui est anormal, parce que la fiscalité doit peser sur le revenu et pas sur la consommation. Mais c'est la seule solution que nous avons parce que l'informel est très important. Et donc, dans ce sens, résoudre l'informel, ça va nous permettre de résoudre plusieurs autres problématiques. Problématiques liées à l'emploi, problématiques liées à la fiscalité et problématiques aussi liées au financement. L'État, elle veut financer plusieurs projets, protection sociale, investissement, etc., etc. Mais d'où est-ce qu'il va ramener l'argent ? Obligatoirement, il devra rentrer et fiscaliser, entre guillemets, je ne dirais pas fiscaliser pour ne pas rendre l'informel en situation peureuse, mais je dirais il faut qu'il contribue. Ça veut dire que ceux qui travaillent dans l'informel contribuent de façon directe dans le devenir du pays. Ça, c'est très important. Et donc là, pour résoudre l'informel, moi, je pense qu'il faut avoir des actions d'incitation. Il ne faut plus considérer l'informel comme étant quelque chose qui est négatif dans l'économie. Il faudra pouvoir le légaliser. Et ça, c'est très important. Si on n'arrive pas à asseoir un climat d'incitation pour l'informel, pour pouvoir le légaliser et le faire entrer dans l'économie, ça ne va jamais réussir. Nous avons mené des réformes qui sont fiscales. Nous avons fait des incitations à travers des projets, etc. Mais nous avons toujours regardé l'informel comme étant un manque à gagner. Il ne faut plus le regarder comme un manque à gagner, il faut le regarder comme une opportunité à saisir et le rattraper, légaliser dans l'économie. Si on arrive à faire ça, ça va réussir pour le plan économique du Maroc. Merci, on retiendra donc qu'il faut prendre l'informel, le prendre comme une opportunité à saisir aujourd'hui. Vous l'avez dit, 30 à 40% du PIB national, ce qui est important. Merci à vous, Monsieur Zakaria Firano. On arrive déjà au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec partagé. Nous. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.